Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Dans notre studio, pendant 1 heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de l'état de l'Union, de l'état patron, de l'état des viaducs et de l'accueil dans tous ces états. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Pour les 4 experts, eh bien, ils sont... Ça commence par une femme. Elle dirige le bureau bruxellois de la DH. Bonjour Pauline de Glume. Bonjour Jean-Jacques. Un petit nouveau qui fut communicant écolo et qui est expert en communication tout court à présent. Bienvenue José Cordoville. Bonjour Jean-Jacques. Elle a un avis sur tout et donc elle chronique. Bonjour Salma Awash. Bonjour. Et il blogue sur l'actualité et sur l'avenir de Bruxelles. Yvan Vandenberg, bonjour. Merci. Alors on commence par l'anniversaire du gouvernement, 3 ans, pour ce que l'on appelait la kamikaze à l'époque, l'équipe drivée donc par Charles Michel. C'était mardi à la Chambre, écoutez-le dire « Jobs, jobs, jobs ». Personne ici ne peut contester les résultats en termes de création d'emplois. Banque nationale, Bureau du plan, Institut des comptes nationaux, FMI, OCDE, tous confirment l'ampleur des progrès réalisés, 130 000 jobs en 3 ans. Certains affirment qu'il s'agit d'emplois précaires. C'est faux. L'emploi partiel n'a pas augmenté. Selon l'ONSS, ce sont très majoritairement des emplois à temps plein et dans le secteur privé qui ont amené ce résultat. Entre fin 2015 et fin 2016, le nombre d'emplois à temps plein a augmenté de 60 000 unités. Par ailleurs, les flexi-jobs n'ont pas d'effet sur ces chiffres. En effet, ils ne sont pas comptés comme de nouveaux emplois. Jobs, 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 c'est une réalité jour après jour. Alors, Pauline de Glume, vous avez entendu un extrait du discours de Charles Michel. La confiance a été votée, bien sûr, comme chaque fois, majorité contre opposition. Alors, une opinion ? Sans rentrer dans la bataille des chiffres qui a un peu fait... on aura bien l'occasion d'en parler. Toute la semaine, oui, je pense, avec les invités. C'est assez rigolo. Donc, on reparle de ce nom kamikaze qu'on avait donné au gouvernement. Et donc, c'est vrai qu'il y a 3 ans, si on se souvient, c'était la prestation de serment avec, sous fond de polémique avec les nationalistes flamands qui avaient fait le signe du V alors qu'ils juraient fidélité au roi. Donc, ça semblait vraiment, vraiment mal parti. Et finalement, 3 ans plus tard, le contrat, il est assez rempli. On n'a pas parlé tellement de communautaires. C'est surtout des réformes socio-économiques. Donc finalement, c'est assez ironique, puisque on observe des nationalistes flamands qui font fonctionner un niveau de pouvoir institutionnel qu'ils aspiraient pourtant à détruire, à se débarrasser. José Cordoville. Mais pour rebondir sur ce que dit Pauline, je pense vraiment qu'on a un contraste qui est saisissant entre un Premier ministre qu'on avait découvert à la fonction il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui était, lui, dans une posture à l'époque en difficulté, puisqu'on l'accusait de former une coalition kamikaze. Et maintenant, on sent l'assurance, la détermination de l'homme qui a un bilan, qui déroule ce bilan, peut-être froidement. Et donc là, il y a un élément sur lequel il serait peut-être utile de pouvoir compenser, parce qu'il y a toujours le risque en communication politique de sombrer un petit peu ou de se réfugier derrière les chiffres, ce qui vous fait perdre en émotion. Or, l'émotion, c'est quand même la clé pour le contact avec l'ensemble de nos concitoyens. Salma Awash. Alors, les chiffres, c'est vrai qu'on peut tout leur faire dire, le pire comme le meilleur. Et je trouve ça plutôt positif de se féliciter, même s'il faut tout de même garder la bonne mesure. On a besoin d'un peu d'optimisme. Je rappelle que le FMI a dit qu'on était de nouveau en croissance, donc ça serait bien d'en tenir compte et d'arrêter de maudire sur notre sort en disant que ça ne va pas, que rien ne va. Donc je trouve ça intéressant d'être positif, mais je pense qu'il faut garder les choses en face et rester cohérent et conscient de tout ce qui ne va pas à côté quand même. Alors, Yvan Vandenberg, est-ce que vous partagez cette espèce d'optimisme quand même L'autosatisfaction est la loi du genre, quel que soit le Premier ministre qui fait cet exercice. Ça me semble tout à fait normal. Je dirais quand même un tout petit bémol, c'est que oui, l'emploi a augmenté. Il a augmenté dans toute l'Europe. Et en Belgique, un peu moins que les autres pays même. Donc, c'est un petit bémol quand même. Eh bien, on va de toute façon entendre nos 2 invités politiques et ils auront l'occasion de ferrailler là-dessus, puisque d'un côté, on a Sophie Wilmès et de l'autre, Ahmed Lawège. Alors
Alors, il s'asseye, voilà. C'est plus facile de s'asseoir ici qu'à la Chambre, pourtant. Ahmed Lawège, chef de groupe PS à la Chambre, conseiller communal à Koekelberg. Sophie Wilmès, ministre fédérale du budget. Bonjour. Et je suis empêché à Rode-Saint-Genèse. Comme ça, on sait tout sur vous. Alors, Ahmed Lawège, je vais tout de suite commencer par vous. Vous avez entendu 2 fois déjà le Premier ministre, une fois à la Chambre et ici maintenant dans le cours de cette émission. Est-ce qu'il a raison avec ces chiffres optimistes ? Il y a eu une querelle de chiffres, mais tout simplement parce que le Premier ministre ne donne pas le sentiment de comprendre que derrière les chiffres qu'il a alignés de manière très mécanique, il y a des réalités humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont des fins de mois difficiles, qui n'y arrivent pas. Il y a aussi des allocataires qui ont vraiment, eux, du mal à pouvoir faire face à tous leurs besoins. Et donc c'est ça qu'on a voulu lui dire. C'est, attention, monsieur le Premier ministre, derrière vos chiffres, il y a des réalités humaines. Il y a ce que vous dites et puis il y a la vraie vie. Mais vous lui avez dit aussi que ces chiffres étaient faux. Oui, alors effectivement, il y a eu une grande controverse sur la qualité des emplois prétendument créés et qu'il rattache, lui, au fameux tax shift, donc cette fameuse grande réforme qui réduisait les cotisations sociales et les impôts. On lui a simplement dit, attention, il y a une augmentation du nombre d'emplois à temps partiel. Alors il a cité des chiffres, on en a cité d'autres, et puis le ministre Peters est arrivé avec des nouveaux tableaux, bref, un imbroglio, mais nous renvoyons tout simplement aux chiffres de l'ONSS et à ceux d'Eurostat, et là chacun pourra constater que ce qu'a dit l'opposition, et en particulier le Parti Socialiste, est tout à fait fondé. Sophie Wilmès, parole à la défense. Alors, déjà, un premier constat, c'est que, justement, dans le State of the Union, donc dans la déclaration du Premier ministre, il y avait effectivement ce qui fonctionne en Belgique. Ce qui fonctionne en Belgique suite à la mobilisation du gouvernement, c'est-à-dire la création d'emplois, l'augmentation du pouvoir d'achat, etc. Avec aussi des constatations sur les gens qui ont plus de difficultés. Et donc, cette manière de dire... Nous travaillons en fait à créer de l'emploi parce que la meilleure des protections sociales, c'est la création d'emplois, c'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes aussi extrêmement attentifs à ce qui se passe pour les gens qui ont plus difficile et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons augmenté le revenu d'intégration sociale par 5 fois depuis que nous sommes au gouvernement, une augmentation totale de 9%, ce qui est plus que ce qui a été fait sur le précédent gouvernement. Et donc je pense que cette critique de déconnexion par rapport à la réalité est totalement erronée. Non, je ne partage pas l'analyse de Mme Wilmès. Si on reprend la revalorisation des allocations sociales et du revenu d'intégration sociale, elle parle de 9%. Ben dans les 9%, il y a 2 indexations. Alors, il ne manquerait plus que ça, qu'on ne leur donne pas l'indexation. Il y a aussi, je vais être de bon compte, il y a aussi de la revalorisation qui vient de l'enveloppe bien-être, il y a aussi des corrections sociales, il y a tout ça, mais au total ça fait 9%, mais dans les 9%, 2 indexations. Je rappelle qu'il y a eu un saut d'index, il ne faut pas le perdre de vue. Mais en même temps, attention, quand on augmente la TVA sur l'électricité, quand les médicaments deviennent plus chers, autant de décisions prises par le gouvernement Michel, bien, ça veut dire que ce que vous donnez d'un côté, vous le reprenez de l'autre. Et ça, les allocataires et les pensionnés en particulier le ressentent durement. Mais on a quand même l'impression, après 3 ans, que l'opposition est quand même un peu plus calme. Même s'il y a cette guerre de chiffres, on sent moins. On parlait quand même au début, je me souviens, de crise. On parlait même d'hystérie quand on parlait de Lorette Onkelings. Là, on n'a pas parlé d'hystérie en parlant de vous, Ahmed Lawège. Vous me parlez de Lorette Onkelings, je vais vous dire une chose très simple. Je ne remplace pas Lorette Onkelings, je vais essayer de lui succéder. On doit à Lorette Onkelings le grand combat du financement de la sécurité sociale et de l'augmentation et de l'amélioration des protections sociales. Donc moi, Lorette Onkelings, je veux lui rendre hommage et je vous remercie de me permettre de le faire. Oui, parce que ce n'était pas spécialement ce qui était prévu, mais ce n'est pas grave. Sophie Wilmens, vous aussi voulez rendre hommage à Lorette Onkelings tant que vous y êtes. Certainement, parce que c'est une grande femme politique, même si nous ne partageons pas du tout les mêmes points de vue. Mais je voudrais plutôt revenir sur la différence d'ambiance. Je pense que même l'opposition voit que ce qu'on avait traité de kamikazes ne sont pas les kamikazes, que c'est un gouvernement qui fonctionne, que c'est un gouvernement qui engrange, la croissance reprend, les jobs sont créés, et c'est bien à d'autres niveaux qu'on a vu la catastrophe arriver. Et donc voilà, je pense aussi qu'en dehors d'un différent style et d'une autre personnalité, il y a aussi la constatation que tout n'est peut-être pas acheté comme on voulait le dire précédemment. Non, dit Ahmed Lawège. J'ai fait la démonstration hier à la tribune, enfin j'ai essayé de faire la démonstration hier à la tribune, effectivement, je dis en effet qu'il y a dans le chef du gouvernement davantage de temps consacré à régler leurs problèmes qu'à s'occuper des problèmes des gens. Je peux faire rapidement la liste. Les F-16, des accords ouverts. Vous avez aussi des accords sur les pensions. Le ministre Baclen fait une réforme, que l'Open VLT dépose une proposition de loi qui dit exactement le contraire. Pas plus tard qu'hier,
la fameuse taxe sur les comptes titres, soi-disant juste et qui va enfin mettre le capital à contribution. Hier, à nouveau, ça a éclaté au vu de tout le monde. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils organisent même des fuites dans la presse. Et je peux continuer comme ça. Il suffit de voir aussi l'écœurement de certains députés, par exemple du CDNV, vis-à-vis des attitudes matamoresques de M. Franken. Alors, il y a mésentente, Sophie Wilmès. Alors, moi, il faut quand même dire les choses. C'est que la réalité objective, c'est que quand on est 4 partis autour de la table, il y a des ADN politiques et idéologiques qui sont différents. Et croire que parce que nous, on est dans un gouvernement, il n'y a pas des discussions de fond qui existent, ce serait tromper la population. C'est vrai que vous dites la même chose que le gouvernement bruxellois, où ils disent qu'ils sont 6 partis, et c'est pas facile de se mettre toujours d'accord. Avec une différence fondamentale par rapport à ce qui s'est passé en Wallonie, c'est que nous atterrissons, nous proposons des réformes qui sont reconnues au niveau international et qui portent leurs fruits en termes d'emploi. Salma Awash. Est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part, une sorte de résignation ou de parler d'écœurement, de traumatisme? Il y a un traumatisme politique quand même, il y a une hyper-politisation, il y a eu des choses qui ont été bloquées pendant très longtemps, au détriment parfois du citoyen, parce qu'on arrivait à des points de blocage où rien n'avançait. Est-ce qu'il n'y a pas face à ça une sorte de résignation en se disant, bon, maintenant on arrête les querelles politiques, ou peut-être, je ne sais pas, je spécule, et en disant, bon, mais là on avance, et même si on n'est pas forcément d'accord, on pense au CDNV, qui, n'a pas encore vraiment remporté de victoire, et qui va peut-être revenir avec des revendications. Je dis, bon, mais écoutez, là on arrête un peu toutes nos histoires, on essaie d'avancer, parce qu'on a payé ça déjà assez cher. Et le citoyen l'a payé très cher aussi. Ahmed Laoueche, vous ressentez ça? Moi, je suis partisan, sur certains sujets, de faire de l'union nationale. Il y a des sujets qui doivent dépasser, en effet, le débat politique habituel, qui parfois, il faut bien le dire, je vais y arriver tout de suite, qui parfois, il faut bien le dire, effectivement, verse dans la polémique. Et je crois que ce n'est pas bon. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Ils ont envie qu'on s'occupe des vrais problèmes. Moi, je trouve que sur le parc Maximilien, on va sans doute y venir, donc je ne vais pas trop développer maintenant, mais je pense que quand des gens sont en souffrance, quand il y a des problèmes sanitaires, on ne peut pas accepter que certains essayent d'en faire des instruments de polémique politicienne en essayant de rejeter la faute sur les autres. Non, on doit se rassembler. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Autre exemple? Il y a d'autres exemples. En effet, moi je pense qu'on a par exemple ici un beau dossier sur la réforme de l'impôt des sociétés. On pourrait en effet tous ensemble se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir nos PME qui composent l'essentiel de notre tissu économique? Non, on sait qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, mais je vous le dis quand même, la FEB est à l'œuvre. Il y a des lobbies puissants qui sont à l'œuvre pour essayer de torpiller la réforme de l'impôt des sociétés. Et malheureusement, avec une certaine écoute chez certains au sein du gouvernement. C'est pas digne d'un débat de cette importance. Donc Sophie Wilmès, notamment, est manipulée par la FEB? Je n'ai pas parlé de Madame Wilmès. Je trouve ça assez remarquable parce que justement, tout en expliquant qu'il faut pouvoir se rassembler pour des sujets majeurs, M. Laoueche fait des attaques. Mais ça, c'est pas grave. Je pense qu'on va revenir à la population et ce qui s'est passé récemment. Parce qu'à mon avis, je pense que vous faites aussi référence à ça. C'est vrai qu'il faut faire une distinction fondamentale entre le comportement de certains qui a absolument créé le discrédit, généré le discrédit sur le monde politique et qui a mis aussi l'emphase sur le fait que les petites attaques politiciennes, les petites phrases, etc., c'était peut-être pas l'urgence aujourd'hui, parce que ce qu'attendent les citoyens, mais ils l'attendaient déjà aussi avant, je pense, c'est qu'on travaille à l'amélioration des choses. Vous aurez compris qu'entre les socialistes et le MR, on n'a pas du tout la même vision de comment apporter le bien commun. Je pense que l'objectif général est le même. Les socialistes comme le MR, on veut apporter le bien commun, mais les moyens sont différents. Et moi, je suis convaincue que ce qu'on met sur la table, c'est la meilleure manière d'apporter de la cohésion sociale par le développement du socio-économique, entre autres. Alors oui, il y a des sujets sur lesquels tout le monde doit se rassembler, mais vous savez, toutes les propositions du gouvernement sont discutées au Parlement. C'est ça l'enceinte démocratique. Et à ce moment-là, tout peut déposer des amendements, des améliorations, et ce sera la majorité au Parlement, la majorité démocratique, qui décidera ce qui est le mieux à faire dans certains domaines. Pour conclure sur ce chapitre, José Cordoville. J'ai peut-être l'impression aussi que le temps passant et avec les sondages qui tombent, les différentes formations politiques au Parlement fédéral ont aussi perçu que le tohu-bohu qui régnait parfois à la Chambre, de part et d'autre du reste, profitait peut-être à des formations politiques qu'ils ne souhaiteraient pas voir prendre davantage d'ampleur au Parlement. Et donc je pense que tout est dans tout dans ce qui est en train de se passer actuellement. Est-ce que ça vous influence, Non, je crois que sur la forme, on doit chaque fois essayer d'éviter, en effet,
des éclats qui finalement ne servent pas la cause du débat démocratique. On peut en effet s'opposer, on peut le faire de manière, je dirais, modérée, raisonnable et rationnelle. Mais en même temps, on ne doit pas avoir peur non plus du débat d'idées. Madame Wilmès indique effectivement qu'entre le libéralisme politique et le socialisme démocratique, il y a des différences. Mais nous sommes des démocrates en même temps. On accepte de débattre. Je vois que ça vous fait sourire. Le socialisme démocratique par rapport au libéralisme politique. Mais oui, mais en même temps, ce sont des mots. Non, mais il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien de dévalorisant. Absolument. Il n'y a rien de dévalorisant. Non, ce que je veux dire par là. Excusez-moi, ça veut dire que Sophie Wilmès, vous voudriez dire le socialisme politique et le libéralisme démocratique? Moi, vous voyez, moi, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit le socialisme et le libéralisme parce que je n'ai pas la prétention d'expliquer qu'un parti est plus démocratique que l'autre, ou plus ou moins politisé, pas tout simplement. Mais je dois quand même dire quelque chose, parce que M. Lawège et moi, on a siégé ensemble en commission. On a siégé en commission, et je dois dire que c'est quelqu'un avec qui, justement, il y a des vrais débats d'idées, qui n'utilise pas des anathèmes, comme d'autres, que ce soit dans son parti ou ailleurs. Donc vous voulez rassurer, M. Lawège. Je vous laisse terminer. Non, il faut une précision. Je parle de libéralisme politique pour ne pas le confondre avec le libéralisme économique. Ça n'est pas la même chose. Donc au contraire, c'était plutôt flatteur. Mais enfin bon, voilà, comme quoi il faut pouvoir parfois clarifier, être précis dans les termes. Non, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas non plus avoir peur de débattre. Voilà, parce que si en effet demain au Parlement ça devient de l'eau tiède, on va aussi désintéresser la population de ce qui s'y passe. Or il ne faut pas, parce que ce qui se passe au sein du Parlement, c'est des choses qui concernent les gens au quotidien. Donc on ne doit pas avoir peur du débat d'idées. Pour le reste, je ne peux pas laisser passer ça. Non, Madame Wilmès, vos résultats ne sont pas probants. La politique économique que vous menez n'est pas efficace. Mais bon, j'imagine que vous souhaitez peut-être passer à un autre sujet, mais je pourrais vous le démontrer. Et je renvoie en particulier aux travaux de l'Université de Gand. L'Université de Gand qui montre que l'argent qui est dépensé pour créer de l'emploi, ça dépasse tout entendement. On parle de 140 000 € pour créer un emploi du fait de la politique du gouvernement Michel. Donc ça fait quand même un peu cher l'emploi. Bon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus. Je propose de venir sur un autre sujet qui aussi crée beaucoup de discussions. C'est la grève des services publics et toute cette question du service minimum qui a dominé. Voici un échange de vues. C'était dans l'émission M de mercredi entre un cheminot CGSP, c'est Philippe Peirce, et un député fédéral et maire, c'était Jean-Jacques Flau. Ni les navetteurs, ni nous sommes demandeurs. Quand on regarde le site de navetteur.be, leur communiqué est clair. Ils disent 1. C'est dangereux pour la sécurité. 2. Ce n'est pas confortable pour les gens. Et 3. Ce n'est pas une priorité. Pourquoi est-ce que le gouvernement vient maintenant avec ça? Pour nous, c'est clair qu'ils veulent cadenasser, ils veulent mettre des bâtons dans les roues de la contestation sociale. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement attendu par la population. Pas plus tard que la semaine passée, il y avait encore il y a toujours les petits sondages de la Libre Belgique qui montraient que 75% de ceux qui ont participé à ce sondage trouvaient qu'un service garanti était nécessaire. Yvan Vandenberg, là-dessus. Écoutez, pour moi, le droit de grève est le moyen ultime pour les travailleurs de se faire entendre quand tout le reste a échoué. Je dirais qu'on n'est plus non plus à l'époque des laminoirs et des hauts fourneaux, et je pense qu'il faudrait de la part des syndicats un peu plus de créativité sur la manière de se faire entendre, et d'arrêter de prendre les citoyens en otage. Que les cheminots ou les chauffeurs de bus, ok, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas, par exemple, faire la grève du paiement, la gratuité? Ça ennuierait tout autant la SNCB ou la STIB, et nous, on emploierait le métro gratuit ce jour-là. Donc, ils auraient avec eux, et là, les gens diraient, mais oui, il faut respecter le droit de grève. Donc, je crois qu'il y a trop souvent que le citoyen est pris en otage pour des opérations dans lesquelles, en fait, il n'a rien à voir. Le conflit n'est pas avec nous, il est avec leur employeur. Ahmed Lawège, on entend souvent cela, pris en otage, créativité des luttes sociales. Qu'est-ce que vous répondez à cela? De fait, certains essayent de polariser le débat en opposant les usagers aux agents des services publics. Non, quand on soutient les services publics, eh bien, on pense évidemment aux usagers, et en même temps, on pense aux agents. On a besoin des agents pour faire fonctionner les services publics. Quand vous voyez le nombre de provocations,
du gouvernement à l'égard des services publics. Bon, il y a le définancement, on le sait, sur la SNCB, c'est une grosse piqûre de 3 milliards d'euros sur la législature. Quand on voit les provocations, les attaques contre le statut des agents des services publics, quand on voit maintenant qu'ils veulent introduire l'intérim dans les services publics, et qu'on leur parle de service minimum alors qu'ils organisent l'insuffisance maximum des moyens, bien vous comprenez en effet qu'il y a un ras-le-bol. Donc ils expriment ce ras-le-bol. Je vous rejoins pour dire que quand il y a une grève, ça veut dire qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Mais il n'y a pas un agent qui est content ou heureux de faire grève. C'est la décision ultime. Mais redonnons des bonnes conditions de travail, remettons des moyens dans les services publics, ne touchons pas à leur statut en faisant un coup de canif, en disant que vous allez devoir travailler plus longtemps en gagnant moins. Il faut arrêter les provocations. Et c'est comme ça qu'on recréera les conditions du dialogue social. Je suis pour le dialogue social. Sophie Wilmès, est-ce que vous êtes une provocatrice? Est-ce que vous voulez attaquer les services publics? Certainement pas. Et d'ailleurs, vous aurez constaté qu'il n'y a qu'un syndicat, le syndicat socialiste, qui a fait grève. Les autres syndicats lui exprimant que, justement, il faisait grève avant le dialogue social. Et on sait que la grève est l'arme ultime. Je rejoins ce que monsieur a dit, avec peut-être un événement d'analyse supplémentaire. C'est qu'on parle toujours d'opposer le droit de grève à la liberté de travailler. La proposition qui est sur la table, c'est un service garanti qui dit quoi? Qui n'oblige pas à ceux qui veulent faire la grève de travailler. Pas du tout. Ceux qui veulent faire la grève auront le droit de faire la grève. Sauf que, en bon ordre, c'est-à-dire que ceux qui veulent travailler doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions et que les usagers, comme ce sera prévu suffisamment à l'avance, les usagers seront prévenus. Et donc, on ne sera pas pris en otage. Pauline de Glume. Mais ce qui est rigolo avec ce que vous dites, c'est que justement, à la STIB, on remarque depuis des années qu'il n'y a pas de grève propre à l'entreprise, à des conflits internes. Ils ont tout un processus de conciliation. Quand il y a un échec, il y a un second qui se met en route. Donc c'est pour ça qu'il y a... Les dernières grèves remontent à ce superviseur qui était décédé. Exactement. Là, il y avait eu 3 jours qui étaient décidés. C'était plutôt des grèves émotionnelles. Ouais. Et il n'y a pas de piquet de grève à la STIB, donc c'est pour ça qu'il y a toujours un métro et tout ça qui roule. Et le MR est quand même venu avec une proposition en disant il faut un service minimum à la STIB. Et quasiment tous les autres partis ont dit mais dans les faits ça existe, on n'a pas vraiment besoin de coucher ça sur papier. Est-ce que là alors on ne crée pas des problèmes là où il n'y en a pas? Avec le différentiel, c'est que vous parlez d'une compétence régionale. Moi je parle de la compétence fédérale qui est la SNCB, pour lequel la proposition du ministre Belot est bien le service garanti. Je rappelle, avec le respect total pour ceux qui veulent faire la grève, mais aussi le respect. Non, ça c'est le gouvernement. Donc c'est la majorité démocratique du Parlement qui s'en occupera. Et Gauthier Callum, député fédéral, a fait cette proposition aussi pour la STIB. Et donc, mais si une proposition est superfétatoire parce qu'elle n'est pas nécessaire, eh bien elle ne sera pas nécessaire. Moi je ne me mêle pas de ce qui se passe au niveau du gouvernement bruxellois. Par contre, de consacrer quand même au niveau de la SNCB, le droit de travailler pour celui qui veut travailler. Parce que moi, je dis toujours, quand il y a grève, ceux qui vont malgré tout travailler, qui bravent les embouteillages pendant des années, ça aussi, c'est l'expression d'une conviction. Ça aussi, c'est l'expression d'une conviction. Et on ne peut pas leur retirer. Et de nouveau, nous constatons qu'à chaque State of the Union, on a droit à une grève, comme si c'était pour fêter, je dis ça ironiquement, la mise en place de ce gouvernement. On voit que cette fois-ci, seul le syndicat socialiste a voulu faire grève et que les autres n'ont pas suivi. Donc alors, là-dessus, Ahmed Laouech, c'était une grève politique. Vous l'avez organisée au bureau du PS. Oui, mais non, ça, ce sont les lubies du gouvernement Michel et du Premier ministre en particulier. C'est toujours le même logiciel, grève politique, grève politique. Écoutez, une chose est évidente, et j'allais prendre en effet l'exemple de ce qui se passe avec la STIB. Donc à la STIB, il n'y a en gros jamais de grève. La dernière, effectivement, remontait avec ce cas malheureux d'un superviseur qui a perdu la vie. Et donc on peut comprendre là, à ce moment-là, l'émotion et la colère. Donc il n'y a jamais de grève à la STIB, pour ainsi dire. Mais malgré tout, l'EMR dit « Ah ben oui, il faut aussi le service minimum à la STIB ». Donc ça veut dire qu'on a un parti politique qui prétend apporter des solutions en créant lui-même des problèmes. Parce que mettez-vous à la place des agents de la STIB. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on nous demande un service minimum alors qu'on ne fait jamais grève? Elle est là, la mais là où il y a des problèmes, il faut le faire. Alors, c'est pas ça que je comprends bien. C'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire qu'ils prétendent apporter des solutions en créant des problèmes. Quels sont ces problèmes? Les provocations. J'ai fait la liste tout à l'heure. On peut en rajouter si vous voulez. Les exemples ne manquent pas. Donc, mais sur les chemins de fer. Mais sur les chemins de fer, ce que je dis, c'est qu'à partir du
du moment où vous avez des agents, où on leur dit on va vous prendre 3 milliards d'euros sur la législature, on va vous dire on va supprimer toute une série de moyens qu'on vous donne, on va plus investir dans le renouvellement, on ferme des guichets, on vous demande de travailler beaucoup plus dans des conditions beaucoup plus difficiles, et en plus on touche à vos pensions, et en plus on touche à votre statut. Comment voulez-vous que les gens ne réagissent pas? Donc là ils peuvent faire on parle de la manière dont les gens font face à leurs besoins au quotidien, comment ils vont payer leurs factures, on parle de leur santé, on parle de leurs conditions de travail. C'est ça la vraie vie. Alors, quand vous dites les gens, je pense aux autres qui sont dans le privé et qui voilà, peuvent soutenir effectivement des initiatives ou une colère ou une contestation. Ce que je ne comprends pas, c'est que la grève soit automatiquement c'est considéré comme le seul moyen de contestation sociale. Et donc de vouloir réglementer cette grève-là pour que les gens qui travaillent dans le privé, eux, qui ne peuvent pas faire grève, parce que s'ils font grève, ils n'ont pas d'argent. Ou les indépendants, ou ceux donc, qui ont des enfants dans le public, qui ne peuvent pas du coup à ce moment-là les amener à l'école, qui ne peuvent pas se diriger vers leur lieu de travail. Et donc on a l'impression qu'en fait réglementer ce droit de grève, c'est aller contre la contestation sociale et l'écraser. José Cordoville, et après vous répondrez chacun. En rayant un petit peu sur ce que vient de dire Selma, je pense que l'action syndicale est basée bien entendu sur le rapport de force, on le sait tous. Ce qui est particulièrement paradoxal ici, c'est que le rapport de force, on ne le crée pas avec l'État, on le crée avec le contribuable. Et c'est là qu'il y a probablement quelque chose qui est vécu comme injuste par ceux qui pourraient partager les revendications de fond, mais qui se retrouvent au quotidien handicapés dans leur action, alors même qu'ils sont peut-être, d'une certaine manière, les bailleurs de fonds d'action publique. Je propose de le voir autrement. Lorsque les agents des services publics sensibilisent l'opinion publique, en effet, avec l'arme ultime qui est la grève, ça n'est jamais qu'un long processus, ça veut dire qu'ils n'ont pas été entendus ailleurs. Et je peux là aussi vous donner des exemples. Au ministère des Finances, par exemple, les agents du fisc qui ne se mettent quasiment jamais en grève, eux non plus, en ont ras-le-bol. On ne leur donne pas les moyens de travailler. Et c'est pour ça, et je fais la jonction avec les contribuables. Si à un moment donné, par exemple, on ne donne plus les moyens aux agents du SPF Finance de lutter efficacement contre la fraude fiscale, à qui on va demander d'aller boucher les trous ? Aux contribuables. Et avec les services publics, c'est la même chose. De dire à un moment donné, on définance la SNCB à un point tel qu'on ne pourra plus vous assurer un travail de qualité. Donc en effet, ça vous embête un jour et on le comprend et on le regrette. Mais c'est pour vous permettre précisément d'avoir un service de qualité 365 jours sur 365. La réponse de Sophie Wilmès pour clôturer. Avec quand même une grande distinction, c'est que vous avez l'air de dire que c'est l'ensemble du service public qui fait grève. Et on l'a vu encore cette semaine, ce n'est pas l'ensemble des services publics qui fait grève. C'est une partie, la partie syndiquée socialiste. Et donc, mais ça c'est la réalité, monsieur Laouech. Ça c'est la réalité. Donc moi je comprends la tentation de l'opposition de chaque fois faire des grands groupes en disant que tout le monde pense pareil. Eh bien non, tout le monde ne pense pas pareil. Et nous pensons que ceux qui ne pensent pas pareil, ceux qui ont envie d'aller travailler, ceux aussi de la fonction publique qui ont envie d'aller travailler, ils doivent pouvoir le faire parce que c'est l'expression. On vous mettra pas d'accord. On va passer à un autre sujet. Je suis désolé. On va passer à ce viaduc qui a nourri 5 jours de notre actualité à Bruxelles. Il était fermé pendant 5 jours, c'était ce fameux viaduc Herman de Brou, aux grandes dames des nafteurs et de certains Bruxellois. Un point historique avec Marie-Noëlle Dinan et Nicolas Kenars d'abord. Dans les mains de l'historien Thierry Demey, un plan de 1964 élaboré par le ministère fédéral des Travaux publics de l'époque. Et comme le ring n'était dans l'ordre chronologique n'était pas encore achevé, on a d'abord fait les autoroutes dites de pénétration. Dont le viaduc Herman de Brou, un axe de pénétration depuis le 411 qui sur ce plan va bien au-delà de Delta. Il rallie directement la gare du Luxembourg. Et qui préside à la création d'un plan routier extrêmement ambitieux qui vise à fluidifier le trafic dans la ville. Ça ne s'est jamais fait finalement. En réalité, ça s'est fait en partie. Il y a des morceaux qui sont réalisés. On pourrait presque dire que le viaduc Herman de Brou doit être gardé comme élément archéologique d'une histoire urbaine un petit peu ratée. Ratée entre autres parce que des habitants se sont mobilisés contre cette autoroute urbaine. C'est la naissance des comités de quartier. Ratée aussi, faute de crédit. N'oubliez pas, Herman de Brou, c'est 73. Or, la crise arrive, les budgets pour les infrastructures diminuent. Toute une série de projets vont être abandonnés. Des vestiges remis en cause plus d'une fois. En 2004, un incendie endommage le viaduc à hauteur des Trois Fontaines. Un ouvrage d'art qui doit son nom à cet homme, Karl Hermann, bourgmestre d'Oderghem entre 1912 et 1921,
époux de Jeanne de Broux. Il a été sur tous les fronts pour soulager la misère humaine née du premier conflit mondial. Donc c'était un libéral, un avocat, mais qui, semble-t-il, était largement au service de ses citoyens. Tout comme le viaduc est aujourd'hui toujours au service des navetteurs, mais pour combien de temps encore ? Voilà un viaduc qui porte à la fois le nom d'un homme et d'une femme en même temps. C'est assez original. José Cordoville. Mais quelle crise, hein, parce que nous sommes plongés dans cette crise des infrastructures depuis maintenant l'été 2015. Et on a le sentiment que on a beau mobiliser des moyens, des énergies pour en sortir, réunir des commissions d'enquête et lire leurs conclusions, on ne sort pas de cette crise et on a des infrastructures qui sont dans un état que l'on constate. Et j'entendais, ben oui, mais ça remonte aux années 70, certes. Puis on a eu des régionalisations, on a eu les réformes de l'État. On nous dira peut-être que les moyens ont suivi avec les réformes de l'État, mais manifestement, voilà, le suivi n'est pas au rendez-vous. Et c'est profondément inquiétant. S'il y a une chose que, pour revenir aux contribuables, mais on me le reprochera peut-être de parler de lui, mais qu'il ne peut pas comprendre, c'est que lui, il continue à payer ses impôts comme auparavant, mais en fait, il a le sentiment que les infrastructures se dégradent sans que personne n'y fasse grand-chose. Parce que manquer un moment, peut-être en communication, ce serait un élément positif pour nos concitoyens, la vision d'ensemble et un outil. J'ai fait l'exercice, hein, Jean-Jacques, d'aller voir, tiens, où est-ce qu'ils en sont par rapport au tunnel, quelles sont les infrastructures qui vont être réparées, quand, comment, etc. Je ne trouve pas. Je vais sur Bruxelles Mobilité, j'ai 15 outils différents, oui, si, mais le la vision d'ensemble... Pauline de Glume. Si, maintenant c'est justement plus clair. Donc il y a la commission d'enquête a quand même justement se demandé et ce monitoring et les plans pluriannuels d'investissement. Donc ça, il y a eu des articles dessus, on les a trouvés. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que justement, le monitoring, il est fait, et on l'a vu aussi dans la commission sur les tunnels, ils sont en mauvais état. Donc des fermetures préventives ou pour faire des travaux, oui, il y en aura. Il y en aura là dans toutes les années à venir, on va en avoir, parce que c'est le but de ces inspections. Donc est-ce qu'à chaque fois, on va crier au scandale et refaire... Il n'y a plus de surprise, on le sait maintenant. Justement, tout a été démontré, on a sous-investi. Il y a des tunnels qui vont avoir besoin d'être fermés pour être réparés, et on le sait. Et maintenant, il n'y a plus de surprise. Yvan Van Den Berg. Écoutez, heureusement qu'il y a eu le viaduc de Broux, parce qu'avant ça, il y a eu Reyers quand même aussi. Alors on a une situation où effectivement, pour moi, cela appartient au passé. Un passé avec ses justifications. Mais en même temps, le futur n'est pas prêt. Alors l'argent qu'on va dépenser pour refaire de Brood, si on doit le refaire, ou Léopold II, ou Reyers, là on l'a décidé, cet argent-là n'est alors plus disponible pour préparer l'avenir. Et donc je crois aussi, tous les reproches qu'on fait à Pascal Spet pour le moment, il ne faut pas oublier, pendant 5 ans, il y a Mme Grauwels aussi. Hein, alors c'est malheureux que ça tombe quand il est là, mais je pense qu'il y a une situation où en tout cas il faut aussi penser à garder de l'argent pour l'avenir, et pas seulement réparer des infrastructures qui seront obsolètes dans peu de temps. Sophie Wilmès. Moi, ce qui me frappe dans ce dossier, parce qu'on voit que c'est la déglingue récurrente et maintenant quasi permanente. Alors c'est vrai que c'est le résultat d'une mauvaise politique ces 20 et quelques dernières années, probablement. Mais je vois que personne ne prend ses responsabilités. Pourquoi est-ce que le ministre-président ne dirait pas, à l'instar de ce que fait le premier quand il y a des différences d'expression dans le gouvernement, ben, je prends le dossier en main, voici la vision. Parce que qu'est-ce que j'entends, moi, dans la presse? C'est que, effectivement, ça devient polémique et qu'au lieu de réfléchir à c'est quoi la vision sans idéologie à tout prix, c'est quoi la vision pragmatique, tenant compte des usagers, tenant compte du contribuable, tenant compte des navetteurs, eh bien, on explique que c'est les riches qui veulent aller très vite en voiture, etc., ce que je trouve qui ne va pas du tout. Mais vous parlez de Pascal Spet, mais je trouve que ça, c'est vraiment... Ça ne va pas. Et donc, je ne dis pas que tout est de sa faute, vraiment pas. Mais quand on a la responsabilité fonctionnelle d'un dossier, on prend ses responsabilités. On essaye d'y mettre une vision quand même un petit peu désolidarisée d'idéologie à tout crin, dans l'intérêt non seulement des Bruxellois, mais aussi des gens qui font vivre Bruxelles, c'est-à-dire les navetteurs, parce qu'ils existent aussi. Ahmed Laoueche, est-ce qu'il y a une vision globale comme ça? Alors, tout le monde partage. je vais sortir le dossier de toute forme de polémique.
pour dire une chose très simple, c'est qu'on a besoin d'investissements publics. D'abord, c'est nécessaire, on le voit en effet avec les ponts, les viaducs, mais toute une série d'autres besoins qu'on pourrait identifier, mais aussi parce que ça pourrait être de la relance économique. Je viens de participer à un colloque avec le Parti socialiste européen, on a fait venir un certain nombre d'experts, et je vais vous donner un chiffre très concret qui me vient du bureau du plan. Si on investit 2 milliards d'euros d'argent public dans les infrastructures publiques, après 3 ans, vous récupérez 5 milliards d'euros. Donc vous avez une croissance du PIB de 5 milliards d'euros. Vous allez le proposer à Rudy Vervoort. Alors, le problème, c'est que vous devez injecter les 2 milliards. Et c'est là où il y a des contraintes. D'abord, on l'a rappelé, nous avons des pouvoirs publics qui sont confrontés à un problème de dette. Et vous avez le carcan européen qui vous oblige à vous désendetter. Et si vous ne le faites pas suffisamment, il peut y avoir des sanctions. Bon. Donc, autrement dit, il faut pouvoir, au niveau européen, ça n'est pas une vue de l'esprit. Je crois que l'idée fait son chemin, de commencer à dire que lorsqu'on fait des investissements pour des infrastructures ou des investissements publics qui sont vraiment très importants, ça ne compterait pas dans la dette. Ça devrait être immunisé dans le calcul du désendettement. En plus, c'est bon pour l'économie. Il n'y a pas que le bureau du plan qui le dit, il y a toute une série d'autres institutions, notamment européennes, qui font la même démonstration. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir redégager des moyens pour pouvoir relancer l'économie par l'investissement public. Et on a beaucoup trop traîné en raison d'un dogme qui est le dogme budgétaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre le bon endettement et le mauvais endettement. Il y a parfois du bon endettement. Ahmed Laoueche, on a la chance d'avoir la ministre fédérale du budget. Et elle va peut-être nous répondre tout de suite si elle est d'accord avec cette vision-là, qui est une vision ambitieuse. Je vais vous dire, je suis d'autant plus d'accord que le Premier ministre porte le fameux pacte d'investissement. C'est lui qui l'a mis sur la table. C'est lui qui va discuter avec les institutions européennes. Il parle de 60 milliards. Alors, ce n'est pas que de l'investissement public, c'est l'intelligence, de la convergence. Alors, de la convergence entre l'investissement public et l'investissement privé. Et donc, comme M. Laoueche l'expliquait, il y a des sujets sur lesquels nous pourrons nous rencontrer, et j'entends que c'est le cas aussi. Alors, l'immunisation des investissements de type stratégique au niveau budgétaire, moi, en tant que ministre du Budget, je suis pour. Pourquoi ? Mais il faut que ce soit des investissements de type vertueux, parce que là où on risque de s'accrocher, c'est quel est l'investissement qui est porteur, quel est l'investissement qui n'est pas porteur. Mais c'est un détail si nous décidons tous d'aller dans la même voie. Et alors, je voudrais juste quand même dire une chose sur l'Europe et ses restrictions budgétaires. N'oublions quand même pas. Parce que moi, j'entends qu'on tape très vite sur l'Europe dès qu'on n'est plus d'accord. Et moi, en tant que ministre du Budget, je peux vous dire que souvent, j'ai des désaccords avec l'Europe. Mais je dois quand même rappeler que c'est l'Europe que nous avons voulu. C'est l'Europe, ce sont des lois et des restrictions, des législations pour lesquelles on a voté. Et donc, c'est à nous de faire la démarche politique, d'essayer de changer les choses quand on sent qu'elles ne sont plus vous avez l'air plutôt d'accord tous les deux là-dessus. C'est le cas du Premier ministre. Alors 10 secondes pour terminer, Ahmed Laoueche. Non, je vous laisse 10 secondes, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les autres sujets. Mais c'est vous qui êtes maître d'œuvre, et je ne vais pas vous contredire. Ne les gâchez pas, allez-y. Donc, quand Mme Wilmès essaye de tout ramener au Premier ministre, en disant il va faire un grand plan d'investissement, c'est votre gouvernement qui a retiré 3 milliards d'euros au financement de la SNCB. Attendez, c'est votre gouvernement qui fait des coupes qui vont parfois jusqu'à 30% dans les services publics. Vous êtes contradictoire, Mme Wilmès. Ça ne m'empêche pas de vous dire, par ailleurs, que j'aime beaucoup débattre avec Mme Wilmès, parce que... les débats... Vous parlez longuement tous les deux. Les débats sont toujours féconds, et j'apprécie beaucoup, en effet, la capacité qu'elle a de débattre, notamment au Parlement. Mais pour le reste, attention, il faut pouvoir faire de l'investissement public. Il faut en effet le faire rapidement, donc ça veut dire qu'il faut porter le débat au niveau européen, et il faut surveiller ce que Juncker fait avec son grand plan de 500 milliards. Parce qu'il y a là des choix qui ne me paraissent pas appropriés en termes de choix d'investissement. On surveillera. Mais pour l'instant, je vais vous demander d'avoir un avis sur des visages qui ont fait de l'actualité à tous les deux. On va commencer par vous, Ahmed Laoueche. Je vais vous proposer d'abord Jacques Brel, dont une moche statue a été placée devant la fondation Jacques Brel. Puis après, nous avons Nina Derwal, une prodigieuse médaille de bronze en gymnastique. Puis Nelson Mandela, dont un nouveau centre sportif à Neder-Overenbeek porte le nom. Et enfin, Carles Puigdemont, le numéro 1 catalan qui déclare l'indépendance puis la suspend. Qui choisissez-vous ? Brel, Derwal, Mandela ou Puigdemont ? Mandela sans hésiter, même si évidemment pour Jacques Brel j'ai aussi beaucoup de passion. C'est sans doute le répertoire de Jacques Brel qui m'a fait aimer la chanson française. Et puis alors après j'ai sans doute été un peu plus éclectique. Mais Nelson Mandela, quel exemple, quel combat, quelle persévérance pour les droits de l'homme. Et puis c'était un homme progressiste.
c'est un homme de gauche. Alors pour vous, Sophie Wilmès, je vous propose Jean Rochefort, le comédien décédé mais adoré de tous, puis Eden Hazard, homme des derniers matchs des Diables Rouges, Charles Ferdinand Nothomb, qui attaque l'État pour récupérer 68 000 euros d'impôts, et Harvey Weinstein, harceleur, violeur, producteur, qui a profité du silence d'Hollywood. Alors Rochefort, Hazard, Nothomb ou Weinstein? Alors, Weinstein, mais pas comme coup de cœur, hein, comme... non, ça peut on être est bien en positif ou en d'accord, négatif, c'est en négatif, bien sûr. évidemment, mais surtout avec des grandes interrogations sur l'omerta qui a suivi, ou qui a été en fait majeur pendant toutes ces années. Et pourquoi? Parce que l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel pour une femme, c'est extraordinairement difficile à vivre. Et souvent, ça reste dans son intimité. Elle va garder ça pour elle, parce que c'est difficile, parce que aller en parler à la police, à gauche ou à droite, on va se sentir jugé. Et donc, mais quand on est dans un système qui est aussi répétitif, qui est connu des uns et des autres, et que tout le monde se tait, alors là, je n'ai vraiment aucune explication. Aucune explication. Ça m'horrifie. Ça m'horrifie. Et dans le monde politique, ça existe? Non. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux parler que... Alors, ça, c'est important. On ne peut jamais faire de généralité. On ne peut pas dire tous les hommes, toutes les femmes, le monde politique, le monde Hollywood. Ça, non. Par contre, moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Ça ne m'est jamais arrivé, Dieu merci. Et donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Là-dessus, non, je n'ai jamais vu directement ce genre de comportement. On entend évidemment ici ou là parfois certaines choses, mais je ne l'ai moi jamais constaté. Cela étant, attention, il y a du machisme en politique. Il y a du machisme en politique. Et je dis que c'est plus difficile de faire la politique quand on est une femme, justement en raison du sexisme. Mais attention, le monde politique est à l'image de la société en général, en fait. Hein, donc on n'y trouve pas plus de vertu ou moins de vertu sur certaines choses que dans la société. Donc en réalité, c'est contre le sexisme et au-delà, évidemment, contre tout ce qui est agression et harcèlement sexuel qu'il faut lutter dans la société en général et aussi quand ça se présente ou si ça se présente dans le monde politique. Et vous me permettez de faire le pont avec le sujet suivant, puisqu'on va parler de la journée de la fille et aussi de ce débat sur l'écriture inclusive. Les points médiane, je ne sais pas comment on doit dire, c'était jeudi dans M, un grammairien d'un côté, Marc Wilmet, et de l'autre, une féministe, Sabine Panet. Je souhaite qu'on utilise les ressources. Moi, je suis amoureuse de la langue française. Je trouve qu'on a des ressources à disposition qui sont historiques. Il y a la règle de la proximité, mais il y a aussi tout simplement l'usage des mots féminins qui ont été ridiculisés parce que nous vivons encore, à mon sens, dans une société sexiste et misogyne et que ça n'est pas une invention de 2017 que de débattre de cela. Madame, il y a le masculin non marqué. Oui, c'est une des grandes ressources. Pas en accord, c'est une des grandes ressources en réduisant les enfants, c'est-à-dire le genre grammatical, au sexe masculin, vous avez privé les femmes d'une véritable conquête. Moi, je pense que la notion de l'universel masculin est une imposture. Ça se voit historiquement, ça se voit absolument dans tous les domaines. En revanche, je suis d'accord avec vous sur la stratégie qu'on peut avoir d'utiliser des mots épicènes qui valent et pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire le mot adulte, le mot élève, voilà, des mots qui peuvent... Le mot personne, par exemple, pour et les parler... enfants oui, on peut dire un et une enfant, on peut dire les garçons et les filles. Il y a des tas de moyens de marquer la présence des femmes. Je vous répète que j'y suis tout à fait favorable. Tout à fait. Mais le moyen que vous utilisez, notamment le point médian, est pardonnez-moi, une aberration. Alors, une aberration ou pas, en tout cas, il y a un petit texte qui s'appelle le théma, c'est le chapitrage de notre émission. Vous verrez, j'ai fait un effort, j'ai écrit en écriture inclusive, vous vous en rendrez compte. Salma Awash, vous vouliez réagir. C'est épidermique comme débat, d'autant plus que je me demande s'il est juste, s'il est placé au bon endroit. C'est-à-dire que le langage, c'est une retranscription de ce qui se passe dans le réel. Donc avant de changer le langage, il serait peut-être meilleur, plus judicieux en tout cas, de vraiment parler du réel. Il y a eu des plans qui ont été mis en œuvre, qui ont été pensés pour une égalité. On parlait de la journée de la fille, c'était l'occasion de parler d'égalité, c'est-à-dire que c'est un concept qui s'introduit dès l'école, dans l'éducation même, chez les enfants qui ne sont pas forcément éduqués. On parlait des filles qui sont éduquées parfois à devenir des filles et à rester des filles, entre guillemets, dans le sens péjoratif du terme, des petits garçons à qui on apprend que le masculin, en grammaire, l'emporte sur le féminin, qui c'est peut-être la seule chose sur laquelle éventuellement il y aurait un plan d'action, et encore c'est cosmétique, et je trouve que perdre autant d'énergie dans ce débat alors qu'il y a des profondes inégalités dès l'école, c'est vraiment perdre son énergie pour rien. Ahmed Laouaj.
Mais le langage est affaire de convention. On s'entend pour nommer les choses, les écrire d'une certaine manière. Donc le langage est le reflet de l'état de la société à un certain moment et de son histoire. Donc ça veut dire qu'en effet, le langage aussi indique des choses sur les rapports entre les hommes et les femmes, la place des femmes dans la société. C'est incontestable. En même temps, je vois bien qu'il y a des difficultés d'ordre linguistique. Je l'ai vu sur vos antennes avec en effet l'exposé de ce linguiste. Donc il ne faut pas minimiser l'importance du sujet. En même temps, j'ai demandé encore ce matin qu'on me ressorte les chiffres pour préparer l'émission. En termes d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, on parle encore de 20%. De 20%. On parlait tout à l'heure des administrations, on pourrait aussi parler du secteur privé, les postes de direction, encore massivement masculins. Essayons peut-être aussi d'avancer sur ces terrains-là. Et là, je crois aussi qu'il peut y avoir une unanimité politique pour le faire. Sophie Wilmès. Mais moi, je confirme. Je pense qu'en tout cas, entre nous, M. Lawèche et moi, il y a une unanimité. C'est-à-dire que cette discussion, cette discussion, elle a le mérite de mettre quelque chose sur la table. Point. Et qu'est-ce qu'elle met sur la table? C'est l'égalité des genres. Et à ce moment-là, on peut bouger et discuter, je pense, des choses qui sont plus fondamentales dans l'éducation de nos enfants, dans effectivement l'accessibilité des femmes au travail. Pourquoi? Parce que si elles sont... Oui, mais aussi études scientifiques. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle objectif. Par contre, il y a d'autres obstacles objectifs qui sont la crèche, le prix de la crèche, les possibilités, les places, le nombre de places en crèche, l'accueil extrascolaire, le prix de cet accueil extrascolaire, parce qu'on sait aussi que dans notre société, c'est souvent à la femme que revient le rôle de s'occuper des enfants. Alors on peut expliquer que c'est pas bien et qu'on n'a qu'à se débrouiller autrement. Moi je veux bien, moi j'ai une famille extrêmement moderne, j'ai un mari très intelligent qui s'occupe parfaitement bien de mes enfants. Sauf que ce n'est pas le reflet de la société dans son ensemble. Et donc je pense que une des clés, elles sont là aussi. Une des clés, il faut aller activer les places de crèche. Il faut organiser, entre autres, l'accueil extrascolaire. Mais évidemment, ça n'est pas tout. Hein. Le sujet est bien plus complexe et large que celui-là. Oui, je me demande s'il faut hiérarchiser en fait les combats et s'il est si futile que ça. Donc les intervenants parlent du fait que le langage est plus un reflet d'une représentation de la société, mais on peut aussi se demander s'il ne peut pas l'influencer justement au niveau de toutes ces représentations. Et dans ce cas-là, alors à ce moment-là, les enjeux deviennent importants au niveau on l'avait fait quand on a fait la féminisation des métiers finalement. Il y a aussi un autre argument qui, en plus de dire que c'est un faux combat, c'est on a toujours fait ça. Et alors là où c'est marrant, c'est qu'il y a des femmes chercheurs qui se sont penchées justement sur l'entreprise de masculinisation de la langue. Et selon elles, c'est vraiment quelque chose qui est apparu au XVIIe siècle avec certains grammairiens, où on a au contraire gommé certains mots qui nous paraissent parfois suspects maintenant, autrices, écrivaines, qui en fait existaient au temps du Moyen-Âge. Et donc même si ça peut paraître un peu artificiel, cette démarche de féminisation du langage, dans le fond, elle l'était tout autant à une autre époque, donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Yvan Van den Berg, pour terminer. Voilà. La Belgique vient d'être classée 7e sur 26 pour le classement européen sur l'égalité des genres. C'est pas mal, pour une fois, on est quand même relativement bien classé. J'espère que ce n'est pas que homme-femme. Que les genres, c'est aussi un peu plus large que homme-femme. Et une dernière chose... Donc les transgenres, par exemple. Par exemple. Oui, je dis ça, au niveau des toilettes et tout ça. Bon. Mais je voudrais simplement ajouter une petite anecdote. J'étais pendant longtemps administrateur à la Ligue des droits de l'homme, avec un H majuscule bien sûr, et je ne suis jamais arrivé à les faire changer de nom pour être la Ligue des droits des humains. Alors, reflet de la société, d'accord, mais même si la Ligue des droits de l'homme, elle ne peut pas prendre un peu de devant, je suis un peu surpris. Voilà. Très bien, on en parle encore cette semaine. Il n'y a toujours pas de centre d'accueil pour réfugiés au parc Maximilien, comme l'annonçait pourtant Rudy Vervoort il y a une quinzaine de jours. En attendant, la solidarité s'organise. On avait réuni des initiatives citoyennes autour de la table et on s'est rendu compte que ces initiatives citoyennes trouvait qu'elle n'était pas assez soutenue politiquement. Alors Pauline de Glume, qu'est-ce qui se passe en matière d'initiative citoyenne et au parc Maximilien C'est des beaux mouvements, hein. C'est vrai que c'est assez réjouissant de voir ça, mais ça reste des sparadraps. Et donc c'est vrai que je comprends leur demande d'avoir le politique qui s'en mêle, mais ce que Rudy Vervoort a proposé, ça ressemblait plus à un coup médiatique selon moi. On proposait quelque chose pendant 2 mois, alors peut-être dans l'espoir que le fédéral... prennent leur lait, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Ensuite, au niveau fédéral, on a cette communication très dure
Théo Franken, mais finalement, au niveau des faits, on laisse un peu pourrir, quoi. La loi permettrait plus de rapatriement, tout ça, mais c'est pas vraiment fait non plus. Donc on se demande s'il n'y a pas quelque chose qui manque pour ce nouveau type de migration auquel on fait face, des gens qui se disent en transit. Et qui ne sont pas vraiment des demandeurs d'asile, mais qui donc, pourraient peut-être l'être. Il n'y a pas une loi qui n'est plus une loi qui serait plus adaptée à ce type-là d'immigration? Il faudrait sans doute des structures, mais alors avec un accompagnement très spécifique pour ces gens qui se disent on est là, mais on ne veut pas rester là. José Cordoville. On a l'impression d'assister à un match de ping-pong politique où c'est le réfugié qui est à la place de la balle. Et j'avoue qu'à un moment, on se demande, mais est-ce que les forces politiques en présence, tout fédéral, que ce soit l'État belge, sont capables de dégager ensemble, et vous en avez parlé à maintes reprises aujourd'hui ici autour de la table, une solution pour une problématique aussi concrète et aussi triste que celle à laquelle nous assistons, impuissants. Voilà, la réponse, Sophie Wilmès, c'est possible ou pas? La réponse, il n'y a pas une réponse. Il faut savoir que le problème il y a le problème on a eu une crise de l'asile qui a été générée par ce qui se passait en Syrie, où on a investi énormément, on a dégagé énormément de moyens pour faire face à cette crise-là. Dans le parc Maximilien, il s'agit de quelque chose de différent. Alors, ça reste la misère humaine, ça reste le drame de chemin personnel. Et donc, c'est très, très délicat comme sujet parce que dès qu'on va prendre une position un peu plus ferme, on va être taxé de beaucoup de choses. La réalité objective qui m'attriste, mais elle est objective, c'est qu'on vit dans une société de droit, avec des règles, et qu'on a la possibilité en Belgique de venir et de demander l'asile. On a le droit. Et on a le droit de demander l'asile, et à ce moment-là, il y a un processus qui se met en branle et qui dit oui, pas très bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que les gens en question, qui sont au parc Maximilien, ne font pas la démarche de demander l'asile. Et donc, on se trouve dans une incapacité de pouvoir les prendre en charge et prendre leur dossier. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est de créer des situations où on va régulariser une situation qui n'est pas normale. Parce que moi, j'encourage les gens qui veulent venir ici. Vous savez, en Belgique, si vous voulez venir en Belgique, si vous y demandez l'asile, eh bien, les Soudanais, par exemple, ils ont 50% de reconnaissance. Les Syriens, ils ont plus de 90% de reconnaissance. Il y a énormément de choses qui sont mises à disposition pour aider. Et donc, moi, la seule chose que je demande, c'est faites-vous connaître, venez, demandez, et le temps suivra son cours. Ce débat, on l'a déjà depuis 2 mois. J'ai l'impression qu'on est bloqué là-dessus. Ahmed Laouaji. Je viens d'entendre Madame Wilmès et je suis persuadé de sa sincérité quand elle dit il faut respecter la dignité humaine, on doit pouvoir aider les gens. Je suis persuadé de cela. Par contre, le problème du gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont Théo Franken qui est à la manœuvre. Et Théo Franken, lui, il fait de la politique sur le dos des réfugiés. Il fait de la politique sur le dos des minorités. Il fait de la politique sur le dos de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être désignés à la vindicte du plus grand nombre. Je ne veux pas ici faire l'inventaire de tout ce qu'il a fait. Ce serait lui faire beaucoup trop de publicité. Mais tout de même, ses attitudes matamoresques, tout de même, les insultes qu'il a proférées vis-à-vis de toute une série de personnes ne permettent pas de douter de sa méthode politique. C'est ça qui est révoltant. Donc moi, ce que je dis, pour répondre à votre question, on ne peut pas laisser ces gens comme ça. Ils commencent à être malades. Alors effectivement, on peut déplorer le fait qu'ils sont là en situation de transit et qu'ils veulent partir ailleurs et pourquoi est-ce qu'ils demandent. Mais en même temps, c'est leur liberté aussi de le faire. Bon, on ne peut pas les contraindre à faire une demande d'asile, mais ils sont là. Ou de réfugiés politiques, ils sont là. Donc il faut un centre d'accueil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des risques sanitaires, on n'a pas le choix. C'est de la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique que d'éviter, par exemple, que des épidémies ne surgissent. C'est de la responsabilité politique de chacun, des responsables politiques, que d'éviter que des trafics ne s'installent. Donc on doit prendre les choses en main, ne fût-ce que dans l'intérêt du plus grand nombre. Il ne faut pas oublier qu'autour du parc Maximilien, il y a des gens qui y habitent et qui, quelque part, ne comprendraient pas qu'on laisse les choses aller à volo. Donc ce qu'on demande, nous, c'est que Franken arrête ses provocations, qu'il accepte de travailler, plutôt que de chaque fois essayer de mettre les autorités de la ville ou d'autres en difficulté.
On a l'impression, il y a des réunions où tout le monde se trouve autour de la table, et pourtant rien ne s'en dégage. Sophie Wilmès, une dernière réponse là-dessus. C'est tous les vendredis après-midi. J'ai une réponse. Mais de nouveau, c'est un sujet extrêmement complexe. Faut faire la différence effectivement entre les gens qui demandent l'asile, les gens qui ne demandent pas, mais donc, les gens qui sont. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. C'est ça que j'entends chez vous. Franken ne veut pas. Vous, c'est Franken qui bloque. Franken laisse pourrir la situation. C'est les demandeurs qui ne sont pas demandeurs d'asile. Eh bien, on va passer au coup de cœur à présent. On va commencer par Pauline. Avec vous, vous voulez vous promener dans la forêt ce dimanche, c'est ça? Moi, d'habitude, je vais courir dans la forêt. Mais là, il fait beau ce week-end et c'est la première journée entièrement dédiée à la forêt de Soignes. Et les 3 régions se sont mises ensemble pour proposer un tas d'activités. Donc, c'est l'occasion d'aller faire un tour en forêt. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Hein. On ira. Et vous, José Cordoville, c'est pas la forêt, c'est la science. Oui, absolument. Et les étudiants en sciences biomédicales, parce qu'on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ont décidé en masse de rebondir après la question des numéros INAMI et qui s'investissent dans la recherche. On le voit encore cette semaine, on l'a vu avec les études scientifiques sur le mélanome, les percées auxquelles on est parvenu. La semaine dernière, on avait des percées en matière de cancer qui sont des premières mondiales au niveau belge. Et on a des jeunes qui ont décidé de s'investir là-dedans et vraiment un grand coup de chapeau à eux. Salma, encore des jeunes qui font des chouettes trucs. Encore des jeunes. Donc la semaine prochaine a lieu le salon Mind, le salon de l'intelligence collective et plurielle. Et donc leur idée, c'est d'aider les jeunes à trouver leur voie autrement que sur les chemins de l'école, mais sur un tas d'activités para-académiques et d'investissements aussi associatifs. Et absolument rien à voir avec le fait que ma sœur fait partie du comité d'organisation. Je suis transparente sur le copinage. Mais c'est quand même bien. Voilà. Yvan Vandenberg. Vous vouliez parler de la statue de Jacques Brel. Oui. Moi, mon coup de cœur, c'est l'hommage de Bruxelles rendu au poète Jacques Brel, qui est tellement bien de la bruxellitude, qui est notre meilleur ambassadeur, et qui quand même aussi, on le voit aujourd'hui, tisse des ponts entre générations, tisse des ponts entre communautés, comme Stromae d'ailleurs. Et je pense que cet hommage est magnifique. Alors on peut aimer la statue ou pas, ça c'est une autre question. Je pense que ce qui est aussi de particulier, c'est que ça se trouve à la place de la vieille Alloublé. Je ne sais pas qui c'est où ça se trouve, mais maintenant elle est sur la carte de la ville et ça se trouve entre Manneken-Pis et la rue du Lombard. Ah ben voilà, du coup, il est là. Et je peux vous dire en tout cas, le jour même déjà, les selfies dans les bras, bon, ça fonctionne. Ça marche chez les touristes en tout cas, et chez les Bruxellois. Voilà. Et moi, mon coup de cœur, c'est un livre de photos, ça s'appelle L'heure bleue. Alors c'est un spécial copinage, hein, puisqu'il y a des photos dignes de peinture qui sont exécutées par Anne-Sophie Costenoble, mais il y a aussi des photos racontées par une histoire, et cette histoire est écrite par David Courrier, qu'on connaît ici à Beixin. Ce beau livre est édité par la Maison de la Culture de Tournai. Alors très rapidement, en quelques secondes, Ahmed Laoueche, un conseil, quelque chose à faire à Kuckelberg ces jours-ci, dimanche. À Kuckelberg, pas forcément, mais je pense que je vais prendre la balle au bond et pour un petit peu aller me reposer, aller faire un tour du côté de la forêt de Soignes. Bonne idée. Sophie Wilmès. En quelques secondes, n'oubliez pas que c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, très important. Et le coup de cœur de la semaine, c'est l'application pour le harcèlement en rue, qui est développée d'ailleurs avec la région, comme quoi on est de bon compte, que je trouve très positive. Quel est son nom à cette application? Vous connaissez? Elle n'a pas encore de nom. C'est fait avec Touche pas à ma pote, mais elle n'a pas fini son évolution. Ouais. Mais en tout cas, on l'a annoncé et je trouve que c'est vraiment super. Et on en reparlera quand elle sera disponible. Merci aux invités politiques, merci aux chroniqueurs. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi. L'interview, ce sera animé par Stéphanie Meyer.